Bonjour tout le monde, bienvenue. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier Thursday de la saison 2022-2023. Juste avant l'été, on vous propose ce rendez-vous. Pour les habitués, vous le connaissez, ce rendez-vous est dédié au rapport d'activité. Nous avons épluché avec la team du planning stratégique et la team des nouveaux récits pas moins de 150 rapports d'activité, une centaine en français, une cinquantaine à l'international pour vous proposer ce benchmark une année de plus. Donc aujourd'hui, vous le voyez, le titre Rapport d'activité 2022, des bases solides, mais peut encore mieux faire, et on va voir pourquoi dans un instant. Aujourd'hui, pour présenter ce benchmark, je suis accompagné de Linda Ingrachen, directrice de clientèle au pôle Nouveau Récit. Bonjour Linda. Également Claire Prudhomme, à côté de nous sur le canapé, qui est planeuse stratégique. Bonjour Claire. Bonjour. Vous le voyez dans sa petite fenêtre, Guillaume Dessouza, qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous, qui est chef de projet éco-conception print chez Loire Impression. Bonjour Guillaume. Enchanté, bonjour. Et vous voyez également Lucille Fleury, elle aussi en petite fenêtre, qui nous accompagnera tout au long de cette présentation. Elle est responsable communication à l'agence. Et vous commencez à en avoir l'habitude. Le chat est à votre disposition. Elle veille sur le chat. Donc, dès lors que vous avez des interrogations, des partages d'expériences, n'hésitez pas à les inscrire directement dans le chat. Et nous essaierons de les partager et de vous répondre si vous avez des questions. Alors, encore quelques minutes avant de commencer pour laisser un peu plus de temps aux gens à se connecter, puisqu'on est une petite trentaine seulement. Je pense que c'est la chaleur écrasante qui a généré pas mal de difficultés à se lever chez tout le monde ce matin. C'est normal, on ne vous en veut pas. Un petit mot du coup sur l'agence Watt. Agence Watt, qu'est-ce que c'est? C'est une agence indépendante de communication corporate et RH. On a à peu près 150 à Paris et en région. Vous le voyez sur la carte, on a 8 agences en tout. Une majorité de ces agences sont bien sûr à Paris. Nous avons 35 ans d'expérience, notamment dans l'éditorial, et je vais y revenir dans une petite minute. On fait 52 millions de chiffres d'affaires et on a un modèle 100% intégré, c'est-à-dire que l'ensemble de nos expertises sont regroupées dans nos murs. Aujourd'hui, Watt fait partie d'un groupe qui s'appelle We Are Together, qui rassemble All Content spécialistes du brand content et de Social Republic, experts des réseaux sociaux et de l'influence. Petit focus sur notre expertise contenu et nouveaux récits. Vous le voyez apparaître à l'écran, on a quand même un certain savoir-faire dans ce qui est l'animation des dispositifs corporels, qu'ils soient complets ou qu'ils soient justement financiers, comme on va parler aujourd'hui, puisque en moyenne, depuis 30 ans, on fait à peu près 20 rapports d'activité, rapports intégrés à l'agence, 5 rapports RSE cette année. Et après, tout un tas d'autres supports, pas forcément décrits ici. Allez, on va pouvoir démarrer maintenant dans le dur, si j'ose dire. Cette présentation se déroulera en 3 parties. Elle devrait durer environ 45 minutes, 1 heure. Première partie sur un portrait robot des grands constats que l'on a fait cette année, qui sera animé par Claire à mes côtés. Ensuite, Linda reviendra sur une dissonance cognitive assez flagrante dans ces supports, mais je vous en dis pas plus. Et en 3, moi, j'aurai la lourde tâche de partager nos convictions à l'agence, puisque c'est vrai que voilà, l'exercice de cette année n'était pas évident, on en a conscience et on va le voir ensemble. Néanmoins, on a envie de franchir l'étape supplémentaire, de vous faire un pas supplémentaire dans vos dispositifs. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Claire, je te laisse la parole et peut-être que si tu veux passer directement tes slides. Merci. À toi l'honneur. Et du coup, pour commencer ce décryptage, on vous propose un premier constat, celui que le rapport annuel se standardise. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est une standardise aussi qui est sans doute un peu par pragmatisme, du fait des codes un peu exigés, de l'exercice aussi qui se rôde, notamment du rapport intégré. Et puis, une standardisation qui se fait aussi par la sobriété, sans doute sobriété un peu écologique, mais aussi économique. Ce qui nous fait dire ça, le premier constat qu'on a fait en tout cas, c'est que c'est un support qui se rationalise beaucoup. Vous le voyez, on est à peu près moitié-moitié entre print et digital, donc le print est toujours pas mort, ça c'est sûr, mais on le sait en travaillant avec vous, sur les quantités, on limite quand même
pas mal les quantités. Et sur le digital, ce qu'on voit surtout émerger, mine de rien, c'est le format PPT. C'est vraiment lui qui fait des petits depuis plusieurs années. On avait vu Danone y passer il y a 1 ou 2 ans, mais en fait, c'est un format qui fait de plus en plus des addicts. On voit que Sanofi y est passé cette année, mais c'est aussi Elior qui avait une belle revue des engagements qui passe cette année à ce format. C'est un format qui, mine de rien, a ses avantages, il faut l'avouer. C'est idéal pour une lecture sur ordinateur avec un paysage, c'est assez simple. On peut se permettre un nombre de paginations, pas illimité, mais presque, avec pour le coup un sujet, une page, ce qui rend tout ça assez lisible pour une lecture sur écran. Et puis on le sait encore une fois en discutant avec vous, le rapport d'activité, il est utilisé en interne, il est utilisé par vos collaborateurs qui s'en servent tout au long de l'année aussi parfois pour pouvoir eux-mêmes répondre à d'autres appels d'offres ou à d'autres projets. Donc on imagine que ce format slide est facilement réutilisable pour eux. Ce qu'on voit, et on vous a mis l'exemple de Saint-Gobain, c'est aussi que certains d'entre vous choisissent un format à l'italienne, ce qui permet aussi en fait effectivement de faire un peu les deux. Le format à l'italienne, il permet l'impression, comme ce qu'a fait Saint-Gobain, mais il permet aussi avec un PDF page à page d'avoir ce format un peu paysage et d'être adapté, d'être très adapté à cette lecture numérique. Il y a quand même quelques exceptions, du moins sur cette standardisation. Ce qu'on a noté cette année, par exemple, c'est Groupama qui nous a livré un journal annuel, donc un petit journal, 12 pages, c'est le plus petit support du corpus, journal façon un peu tabloïd, avec même un abécédaire, des éditos. Et puis on a ce pendant aussi numérique, ils ont fait les 2 exercices avec une version un peu augmentée. On voit aussi l'Agence de la biomédecine qui livre pour la première fois son rapport Digital First. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont complètement vogué sur la vidéo. On sait, la vidéo a le vent en poupe, on en utilise, on en use beaucoup sur Internet. Et donc là, le rapport annuel est séquencé de pas mal de vidéos qui viennent étayer, augmenter chacune des interviews et des éditos des personnes interviewées. Autre acteur qui va aussi voguer sur nos usages du numérique, et l'autre usage du numérique qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est le podcast. Et donc c'est Ozarvest, il y a Bic aussi qui s'y est mis, avec du coup pareil, chaque édito est augmenté d'une petite capsule sonore, une petite capsule audio, où du coup on va entendre pour Ozarvest un bénéficiaire qui va nous raconter son histoire, qui donne un pendant du coup à l'édito un petit peu plus corporate, un peu plus interne. Du côté de Bic, pour le coup, c'est vraiment le pendant un peu plus audio de l'interview. Autre constat, autre élément qui nous fait dire que ce rapport il se standardise, c'est que c'est un support qu'on voit qui est de plus en plus tourné business. Vous le voyez sur le diagramme. Au final, on a presque la moitié de notre corpus qui est entre rapport intégré, rapport annuel intégré, ou encore le rapport intégré qu'on trouve dans le document d'enregistrement universel. Et à côté de ça, on a un peu moins d'un quart, on va dire, où là, on a carrément plus que le DU qui est sorti par les entreprises. Donc, vous voyez, on est quand même assez loin de l'objet créatif, objet d'image, objet de communication qu'on avait il y a quelques années pour se tourner vers un rapport qui est très opérationnel, qui répond au code assez réglementaire. Et on le voit sur un exemple qui est assez frappant, c'est Fresenius Medical Care qui, pendant des années, nous a livré un rapport assez créatif, plutôt narratif, et qui cette année nous dit carrément dans l'édito que si on veut en savoir un peu plus sur la façon dont ils construisent un demain sustainable, un peu plus durable, il faut carrément du coup aller voir plutôt le magazine Corporate, ce qui dit bien que ce support-là est complètement opérationnel. Mais néanmoins, dans cette standardisation, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que ce rapport intégré, il est de plus en plus maîtrisé. On sait qu'il y a des codes, les codes de l'IIRC, et on sait que depuis des années, il faut s'y faire, et on voit très bien que vous, les acteurs, et nous, les agences de com, on maîtrise aussi de plus en plus les codes. En quelques années, on a commencé à mieux s'en dépatouiller. On le voit notamment parce qu'il y a plus de fluidité dans la contrainte, c'est-à-dire que toutes ces pages qu'on a dû créer ensemble, qui sont les créations de valeur, les modèles d'affaires, les façons de gérer aussi ces pages opportunités, risques, mais aussi sur la façon dont on doit représenter nos parties prenantes. On voit aussi dans le graphisme, dans la mise en page, qu'on a quelque chose de plus lisible. Ça autorise plus de graphisme pour un rendu qui est aussi dans la lecture beaucoup plus simple
est beaucoup plus agréable. On l'a vu de manière générale sur les chemins de fer, quand on feuillette, on s'y retrouve un peu plus, c'est un peu moins rude aussi dans l'ensemble. Je vous parlais des parties prenantes par rapport à cette page que je vous ai mis d'Amundi, mais c'est vrai que la prise en compte des parties prenantes, on la voit, elle est aussi plus forte, on la narre mieux. On voit déjà les différents noms qui peuvent apparaître. Là, je vous ai mis ADP qui nous parle de ces notes blanches, mais on a vu aussi chez Orange qui nous parle du comité d'agir. Donc, c'est aussi toute la façon dont on raconte, la façon dont on met en place chez nous ces comités, ces comités de parties prenantes. Et c'est aussi la façon dont, dans les rapports annuels, on va les raconter. Donc, on vous a mis l'exemple de FDJ qui, outre donc cette page sur les comités de parties prenantes, ils vont aussi le mettre en récit, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des parties prenantes pour venir interviewer 3 membres du COMEX, donc à l'écrit, mais aussi en vidéo. C'est la petite capsule que vous voyez, puisque du coup, le long grid, le one page de FDJ comporte ce pendant vidéo des interviews des membres du COMEX. On vous a mis Ardian aussi parce que Ardian, cette année, nous montre son Millennial Executive Committee. C'est un comité qu'ils ont mis en place il y a quelques années, mais c'est la première fois qu'ils le mettent autant en valeur. Alors, c'est aussi le premier rapport intégré d'Ardian, peut-être que c'est dû à cela. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que, et vous l'aurez noté, c'est vraiment une photo digne d'un COMEX, digne d'une gouvernance. Donc, on trouvait ça assez intéressant sur le clin d'œil et l'importance aussi qu'on leur donne. Dernière partie qui nous qui nous fait dire en tout cas qu'on maîtrise aussi de plus en plus ces codes du rapport intégré, c'est les indicateurs à valeur ajoutée. C'est dû à plusieurs choses. La première, évidemment, c'est en fait on a déjà plus de recul. Pour certains acteurs, on a presque 4 ou 5 ans de recul comme SPI, donc forcément on voit aussi plus largement la progression qui a eu lieu sur ces 4 années. C'est aussi dans le détail et la transparence qu'on va y donner. Là, je vous ai mis l'exemple de Solvay. Vous voyez, donc, ils nous livrent 59 projets en cours pour accélérer la transition énergétique. Ils auraient pu s'arrêter à ça, à ce chiffre. Ils auraient pu s'arrêter au fait que ça va permettre une réduction de 3,5 millions de tonnes. Mais ils vont plus loin, puisque du coup, ils nous livrent 7 MapMonde avec à chaque fois, du coup, les objectifs datés et chiffrés de chaque projet pour montrer concrètement en fait où est-ce que vont être les réductions de gaz à effet de serre. Autre façon, c'est aussi la mise en page qui va jouer. Et là, je vous ai mis l'exemple de L'Oréal. C'est vrai, tous ces chiffres, on le sait, c'est jamais facile à mettre en page et de façon maligne pour que ça soit lisible facilement. L'Oréal réussit plutôt bien l'exercice, moi je trouve là, en mettant bien le résultat qu'il y a eu cette année, l'objectif qu'il y a et du coup la progression par rapport à cet objectif. Donc très simplement, très facilement, on voit à peu près où ils en sont de leur progression. Le dernier exemple qu'on vous a mis, c'est Arkema. C'est aussi dans la façon dont on va justement mettre en récit, encore une fois, ces indicateurs. Arkema aurait pu s'arrêter au fait que le site de Lac réduit de 28% ses émissions totales de gaz à effet de serre. Mais ils vont plus loin, ils le mettent en récit, ils le mettent en valeur avec une belle photo, un vrai focus textuel qui, lui, est pour le coup assez fourni. Vous ne voyez pas là, mais quand même très, très fourni en chiffres et en data. C'est aussi une façon d'aller plus loin dans l'explication de ce qu'on fait et pour le climat. Dernière petite slide de mon côté, une petite virgule artistique. Oh, pardon, j'ai été trop vite. Petite virgule artistique, on ne sait pas si c'est un détail, on ne sait pas si ça veut dire beaucoup, mais en tout cas, l'image dans l'image, il y a eu quelques addicts cette année pour donner du contexte, pour donner de la profondeur. En tout cas, on a vu ce petit détail graphique qui nous a fait sourire. Et je vais passer la main à Linda pour aborder un petit peu plus le fond et les problématiques abordées cette année. Merci. 2022 a été une année compliquée, je pense, pour les entreprises, avec une quadruple crise climatique, énergétique, guerre en Ukraine. Donc, très compliqué de réaliser cet exercice de reporting, d'autant plus en se demandant comment on concilie finalement croissance et engagement. Et c'est vrai qu'on a voulu valoriser cette
cette page de Pernod Ricard qui résume un petit peu cette dissonance cognitive de l'année 2022. D'un côté, on est dans le changement et l'impact positif qu'on souhaite avoir sur la société, et de l'autre, on valorise aussi une croissance et un chiffre d'affaires record. Et c'est vrai qu'on a vu un peu cette dissonance apparaître tout au long des rapports d'activité, rapports intégrés de cette année, cet exercice 2022, même si la priorité vraiment a été de rassurer ces actionnaires. Rassurer ces actionnaires de plusieurs manières. D'abord, montrer qu'on est en croissance. La croissance était vraiment sur toutes les lèvres. On désamorce la situation dès l'édito. Dès l'édito, on valorise les bons résultats de l'entreprise. Donc là, on le voit à l'écran, c'était vraiment un petit exemple, mais ça a pu, sur l'ensemble du corpus, on a vraiment recueilli les éditos et on s'est vraiment aperçu d'une constante. Donc, on valorise les bons résultats, on est au-dessus des objectifs, on a de solides résultats en dépit de la conjoncture. Ça a été une année record. On se positionne même en leader, c'est le cas de L'Oréal ou de Kering, avec une année exceptionnelle, on est numéro 1. Ça apparaît souvent dans les éditos. On valorise vraiment ce positionnement pour rassurer au maximum ses actionnaires. Et si on capitalise aussi sur la stratégie, on conforte la stratégie, nos modèles de croissance en disant que nos fondamentaux sont forts, sont solides. Chez Gecina, par exemple, on a de solides atouts. Chez Bouygues, on a des fondamentaux solides. Ou alors, on démontre la résilience de l'entreprise si les résultats sont peut-être pas à hauteur de ce qui était attendu. En tout cas, le cap est tenu malgré le contexte volatile. Donc vraiment, cette constante sur l'ensemble du corpus, on rassure les actionnaires dès l'édito, il n'y a aucun souci, tout va bien, la croissance est là. Et on s'appuie également pour rassurer ces actionnaires sur 2 piliers traditionnels, qui sont le conseil d'administration et le COMEX, qu'on va venir mettre en scène dans cette traditionnelle photo collective, ou alors qu'on va, comme Claire a pu vous le dire chez FDJ, mettre en scène avec les parties prenantes, leur donner la parole, montrer qu'ils sont là et qu'ils ont bien compris les tendances et les enjeux de demain. Ou par exemple, le groupe La Poste qui va venir valoriser les expertises de chacun de ses membres du COMEX pour montrer justement qu'ils sont là et qu'ils sont experts sur les sujets et qu'on peut s'appuyer sur eux. Chez Nexity, on les montre en action, surtout qu'on est dans un renouvellement de la direction du COMEX, donc on voulait valoriser un peu cette nouvelle dynamique. Et vraiment, ça se sent également dans le wording, c'est-à-dire que la gouvernance, elle est solide, elle est ambitieuse, elle est ouverte, elle est engagée. Vraiment, on montre qu'il y a un capitaine, en fait, à la tête du bateau et qu'il n'y a aucun souci, que tout va bien pour l'avenir, qu'on est bien positionné. On fait aussi appel aux experts externes pour venir adouber en quelque sorte la stratégie de l'entreprise. Ça va être le cas chez Altarea Cogedim ou chez Keolis qui vont venir chercher des experts externes pour mettre en lumière les méga-tendances et les enjeux qui sont liés au secteur pour mieux derrière valoriser la stratégie de l'entreprise et la réponse de l'entreprise par rapport aux enjeux identifiés. Un cas qui est assez flagrant de cette situation et du fait qu'on appelle des externes, c'est Ardian, avec la présidente Dominique Sénéquier, qui d'habitude prend la parole sur plusieurs pages et qui est très starifiée dans cet édito. Aujourd'hui, elle est en conversation avec un expert des relations internationales qui vient justement éclairer les méga-tendances, éclairer le contexte international pour que Dominique Sénéquier puisse valoriser la stratégie de l'entreprise derrière. Donc c'est assez révélateur car d'habitude c'est elle qui prend la parole dans l'édito, c'est très statutaire et aujourd'hui elle est plutôt en conversation. Ça montre un peu ce changement de curseur, montrer vraiment cette importance des experts internes et externes qui viennent valoriser un peu la stratégie de l'entreprise. Justement, cette stratégie d'entreprise qui est valorisée et confortée, elle va venir aussi structurer la prise de parole et le discours du rapport intégré ou du rapport annuel. C'est le cas aussi de la raison d'être. On est dans une phase où on déroule.
Pourquoi on déroule? Parce que, par exemple, la stratégie d'entreprise, on est plutôt aujourd'hui dans une accélération. Les plans stratégiques qui sont sur des délais très courts, on est sur des plans qui sont généralement à 3-4 ans, sont dans une phase un peu de creux de la vague. On est vraiment sur des plans qui ont été lancés 2020, 2021 et qui seront en cours généralement jusqu'à 2025. Donc là, on est dans une phase d'accélération. C'est le cas pour Valeo qui le dit clairement. On accélère avec le Move Up, qui est le plan stratégique, ou de BNP Paribas, qui sont dans une nouvelle phase d'accélération, ou encore Danone, qui carrément le symbolise en montrant cette flèche pour montrer qu'on est vraiment à mi-niveau, on est plutôt dans l'ascension. Donc, ça se ressent aussi dans la manière dont est structuré et dans le storytelling des rapports d'activité, où on sent vraiment un moment de creux de la vague et de continuité. C'est le cas aussi sur les raisons d'être qui, après avoir connu leur âge d'or il y a peut-être 1 ou 2 ans, de reveal, où on était vraiment dans ce moment un peu béni de la communication, où les entreprises avaient trouvé leur raison d'être et on s'est structuré, ça portait énormément le discours. Aujourd'hui, on est plutôt dans une continuité. On le reprend en titre de rapport d'activité. On ajoute parfois durable pour la rendre un peu plus dans l'air du temps. C'est le fil rouge, mais léger, vraiment en transparence ou dans la structure des rapports d'activité. Mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est pareil dans cette espèce de continuité où on continue de déployer notre raison d'être. C'est le cas pour AXA. La raison d'être nous transforme, donc on voit bien qu'on est vraiment dans ce moment où on continue de l'appliquer, elle continue à infuser un peu tous les métiers de l'entreprise. Et pour FDJ, c'est cette boussole stratégique qui va venir en effet guider la stratégie de l'entreprise. Mais toujours, comme la stratégie et cette raison d'être sont vraiment sous-tendent la structuration et sont plutôt dans des phases de continuité, même si on peut voir sur certains acteurs comme Air Liquide ou comme APEC, où des événements internes ou externes viennent redonner un souffle, une nouvelle dynamique à la communication. Ça va être le cas pour Air Liquide qui lance son nouveau plan stratégique, encore une fois sur un temps très très court, le dernier étant, je pense, en 2022 ou 2021. Donc voilà, on renouvelle ce plan stratégique, ça donne un nouveau souffle de communication. Le rapport d'activité est entièrement structuré autour de ce mot avancé. On va retrouver plusieurs fois dans cette répétition au sein du rapport d'activité. On l'a calculé, je crois que la communication étant l'art de la répétition, on a le mot avancé, je pense, 44 fois dans le rapport d'activité. Ça nous a fait un petit peu sourire. Et l'APEC qui, elle, avec ses nouvelles ambitions dues à ce marché du travail chahuté, voilà, relance cette dynamique de communication avec ce oser en couverture qui va venir structurer aussi tous les chapitres du rapport d'activité. On a voulu relever au milieu de cet océan de raison d'être et de stratégie 2 notions qui détonnent un petit peu dans cet exercice qui peut être normalisé et très orienté business en cette année 2022. C'est la notion de magie et de joie. La magie qui est cultivée par Pernod Ricard et la joie qu'apportent les produits BIC aux consommateurs, où on a voulu les relever parce que c'était vraiment 2 notions qui étaient détonnantes dans ce corpus de rapport d'activité 2022. Comme je le disais précédemment, on est vraiment sur un exercice qui est là pour rassurer les actionnaires, on montre qu'on est en croissance. Et comment fait-on du coup pour traiter cet engagement et cette stratégie RSE ? C'est vrai que ça peut être très compliqué de placer le curseur sur comment est-ce qu'on montre qu'on est engagé tout en montrant que l'entreprise est dans une stratégie de croissance. D'abord en valorisant la directrice de la RSE qui est vraiment superstar dans cette édition 2022.
On a mis quelques exemples, mais on aurait vraiment pu doubler ce corpus d'exemples avec cette directrice RSE. Je dis bien directrice parce que c'est souvent un rôle qui est très féminin, souvent avec un portrait robot d'une femme, plutôt la quarantaine, plutôt dynamique. On le voit sur la manière dont on l'incarne sur les shootings photos. Et quand même, la directrice RSE est vraiment valorisée dans cet exercice 2022, parfois même au même niveau qu'un directeur financier. Elle remonte petit à petit dans les chemins de fer aussi. C'est assez flagrant du coup de voir comment la RSE symboliquement, via cette figure de la directrice, commence à remonter, à prendre vraiment beaucoup d'importance dans son rôle. Et ça nous permet aussi de montrer comment on traite aujourd'hui cette stratégie RSE, cet engagement de l'entreprise. Il y a ceux qui souvent peuvent le traiter en parallèle de la croissance. C'est un choix. Par exemple, chez BIC, c'est plutôt orienté produit, cet engagement et cette stratégie RSE. Chez ICAD, on est plutôt sur une double où on va venir raconter rapidement la stratégie de l'entreprise, montrer plutôt comment le collectif est engagé dans une croissance durable. Chez Capgemini, c'est cette stratégie sur une double page où on la résume en 3 points très rapides. Et pour d'autres, ça se traduit dans le wording, peut-être qui peut être un peu maladroit, où on le montre un peu traité en parallèle de la croissance comme une autre priorité stratégique. Et donc, c'est vraiment cette manière, cette impression qu'on a d'un traitement de la stratégie et de l'engagement de l'entreprise plutôt à côté du business. Il y a ceux qui choisissent de valoriser plutôt le chemin parcouru et les actions de terrain. Ça va être les cas chez Kering qui raconte 10 années et 10 raisons d'être fier. Parmi ces 10 raisons, on a notamment la baisse de l'empreinte carbone de l'entreprise. Chez Solvay, on va venir raconter le chemin parcouru plutôt à travers la data, montrer le chemin entre 2018 et 2030, comment l'entreprise a fait des efforts pour justement améliorer son empreinte carbone, pour essayer de diminuer cette empreinte avec un objectif à 2030. On a aussi les actions de terrain qui sont valorisées. Là, c'est vraiment une constante sur quasiment l'ensemble des rapports d'activité, mais chez certains, on le valorise davantage qu'une stratégie ou que des chiffres. Ça va être le cas, par exemple, chez Michelin, qui a choisi plutôt de valoriser des projets. Il y a ceux qui réussissent plutôt bien l'exercice de mêler stratégie d'entreprise avec engagement RSE. Ça va être le cas d'Aéroports de Paris, par exemple, qui, dès la première page, assume ce côté engagé et choisit de le valoriser en disant que les enjeux climatiques, environnementaux et préservation de la biodiversité sont la priorité de l'entreprise. Le Sodexo, lui, c'est plutôt comme un marqueur de l'ADN, un peu cette consommation responsable qui est aux origines de l'entreprise. Pour SEAT, c'est un pilier de la stratégie. On l'indique, c'est peut-être en page 4 ou 5 du rapport d'activité. Chez Valeo, c'est un cap à 2050, un objectif. Donc, on voit cette prise au sérieux dans cette stratégie où on a une dizaine de pages qui déroulent derrière sur l'engagement RSE et la stratégie business et engagée de l'entreprise avec un cap à 2050 où vraiment on a cette impression du coup dans le temps long où on prend le temps de changer son business pour cet objectif 2050. Et enfin, on a cette dernière catégorie d'acteurs qui sont presque dans du militantisme. Ça va être par exemple Veolia qui va appeler aux actes et qui va faire de la transformation écologique sa raison d'être, ou des prises de parole de PDG d'entreprise, c'est le cas pour Danone, pour Saint-Gobain, qui vont positionner l'engagement de l'entreprise dans une transformation durable et même avoir un impact positif presque à niveau et même au-delà de la stratégie business, en disant que c'est presque aussi important, voire même plus. Et on a des entreprises comme La Poste, comme le groupe La Poste ou la Banque Postale, qui sont fraîchement entreprises à mission et qui se disent vraiment qu'ils sont dans une transition juste. Là, on est dans un groupe d'acteurs qui va même au-delà d'un engagement et d'une stratégie RSE.
on est presque dans du militantisme pour une transformation positive. Et je pense qu'ils ont su capter le fait que les actionnaires sont aussi des citoyens finalement qui veulent aussi s'engager dans des entreprises qui ont un impact positif dans la société. Et c'est ce qu'on appelle de nos voeux à plus voir dans la communication aujourd'hui. Je te donne la parole, Jérôme, pour la suite. Merci énormément, Linda. Merci Claire. On en arrive déjà à cette troisième partie qui est du stade de nos convictions, puisque vous l'aurez compris, sur cet exercice 2022, on reste un peu sur notre fin. On a plutôt vu un corpus qui se rationalise, un corpus qui fait le choix de moins de créativité pour plus de normalisation. Alors, qu'on soit d'accord, cette normalisation, on la trouve pertinente à bien des égards. Le premier, c'est déjà que ça tend vers une standardisation internationale, standardisation qui est largement poussée par l'IIRC et le rapport intégré, mais qui est extrêmement bénéfique puisqu'elle permet de beaucoup plus facilement comparer les entreprises entre elles et les entreprises d'une année sur l'autre, ce qui est une des attentes premières de la cible prioritaire des rapports d'activité que sont les actionnaires. Donc à ce titre, c'est très bien. Le deuxième bénéfice de cette standardisation, qui est tout bête, mais qu'il faut préciser, c'est de répondre aussi au cadre légal. On le sait, les rapports d'activité, les DEU et les RADD sont soumis chaque année à de plus en plus d'obligations légales sur des informations de référence à poster. Donc le fait de systématiquement les publier toujours dans le même ordre, ça facilite aussi l'inscription de l'entreprise dans ce cadre légal. Et enfin, le troisième bénéfice que l'on voit, c'est justement la partie que vous décrivez, Linda, à l'instant, c'est le rapprochement de la partie financière et extra-financière, ce qui va largement dans le sens d'un rôle d'entreprise qui n'est plus cantonné à une simple performance financière, mais bien un rôle d'utilité publique qui est ce qu'on lui demande. Néanmoins, on souhaiterait que cette standardisation, elle n'aille pas au détriment des ambitions du rapport d'activité. On est aujourd'hui sur des rapports d'activité qui jouent à très court terme. Et on est d'accord avec vous, dès lors qu'il y a cet environnement extrêmement changeant, il est crucial de se concentrer sur mes performances actuelles, mes plans de transition actuels pour être résilient face à ces crises. Néanmoins, gardez en tête que cet environnement multicrise, Linda parlait de 4 crises tout à l'heure, on peut certainement en énumérer finalement beaucoup plus si on prend la crise de l'emploi, les crises technologiques. L'entreprise sera toujours assujettie à ces crises. Et justement, à notre humble avis, le rapport d'activité doit être capable de se positionner à beaucoup plus long terme et montrer sa capacité de proactivité vis-à-vis de ces crises, sa capacité de résilience vis-à-vis de ces crises. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien insister sur le fait qu'il faut arriver à déplacer le curseur pour que le rapport d'activité passe d'un marqueur de performance à un indice de confiance. Pourquoi ? Parce que si on fait le calcul, au sein du dispositif corporate, il n'y a pas tant de support que ça. Vous avez votre site internet corporate et vous avez le rapport d'activité. Certains autres, comme Fresenius, vont avoir des magazines, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et finalement, le rapport d'activité, c'est le bon exercice, c'est le bon support pour allier le temps court de, effectivement, ma performance actuelle, mon récit de mes transformations actuelles, mais aussi le temps long, le décryptage, la projection sur mon entreprise du futur. Donc, on a à cœur de développer cet indice de confiance qui va prouver, encore une fois, votre maturité à appréhender votre environnement futur. Si on prend des exemples, cette capacité de maturité, elle va, par exemple, vous permettre de vous positionner sur les sujets d'avenir. En 2023, ça ne vous aura pas échappé, l'intelligence artificielle générative arrive absolument dans tous les secteurs. Et bien finalement, très très peu d'acteurs en ont parlé. L'intelligence artificielle, plus simplement, a bien sûr été abordée par bon nombre d'acteurs, notamment les acteurs industriels comme Sanofi, puisque ça fait partie de l'usine 4.0, ça fait partie des choses qui sont dans les départements digitaux depuis de nombreuses années. Vous avez La Poste aussi qui a fait un exercice intéressant, qui va valoriser une école où on va justement s'approprier les enjeux de la data et de l'IA, ou Sodexo qui va énumérer quelques cas d'usage de l'intelligence artificielle dans ces murs, mais très très peu d'acteurs ont vraiment pris à bras-le-corps cette problématique. Jérôme, j'en profite pour rebondir sur ce point parce qu'on a une question dans le chat à propos d'IA.
On a Mathieu qui se demande si vous avez constaté dans l'analyse des rapports annuels beaucoup d'images générées par IA, parce que dans vos exemples, on retrouve beaucoup de photos de stock. Alors non, merci Mathieu pour cette question, et c'est effectivement une de nos grosses surprises. Très honnêtement, on pensait avoir de l'IA à toutes les sauces, dans le texte, hein, dans l'image, et en fait, aucune photo n'a été générée avec de l'intelligence artificielle. Après, on en a peut-être loupé une, hein, je ne dis pas. En tout cas, dans notre corpus, on n'en a recensé aucune. Après, un autre sens, ça vient notamment aujourd'hui sur l'intelligence artificielle générative. Il y a une très grande part de flou sur la notion des droits et des propriétés intellectuelles. Donc, je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui, conseillée d'ailleurs, et à mon sens bien conseillée par leurs agences, n'ont pris le risque d'utiliser ces images-là dans leur support. En tout cas, aucune image recensée dans notre corpus. Et donc justement sur l'intelligence générative, artificielle générative, pour continuer sur cette thématique, quelques exercices intéressants, plutôt à l'étranger. Côté Pirelli, par exemple, on en a carrément fait le thème central du rapport d'activité. Pirelli fait partie des acteurs intéressants puisque chaque année, ils vont avoir cette partie légale, cette partie normalisée, systémique dans le rapport, et ils vont s'octroyer sur une vingtaine de pages en amont beaucoup plus de flexibilité pour appréhender typiquement les enjeux nouveaux. Donc, l'intelligence artificielle en fait partie, ChatGPT en fait partie. Et donc là, ils ont fait appel à 3, 4, voire même 5 auteurs indépendants qui n'ont rien à voir avec la marque pour avoir leur avis, leur regard sur les enjeux derrière ces intelligences artificielles. Et il y a notamment une interview assez intéressante qui a réellement été réalisée avec ChatGPT, qui interroge l'outil sur en fait pourquoi on devrait t'intégrer dans nos process. Est-ce que tu vas finalement supplanter l'homme? Et donc la machine répond de manière tout à fait pertinente que non, elle a toujours besoin de l'homme pour la guider, néanmoins qu'elle a une capacité supérieure à l'homme qui est d'apprendre de ses erreurs. Et c'est toute l'apologie derrière le fait d'apprendre de ses erreurs qui est tiré ensuite dans cette interview, et c'est vraiment très intéressant. Créativement, c'est intéressant aussi puisque pour égayer chacune de ces essais, ils ont fait appel à un illustrateur de presse. Donc, vous avez à chaque fois une petite caricature comme ça qui vient agrémenter le discours. C'est vraiment très intéressant. Exercice avec un peu plus d'humour chez Ringier. Alors, on en a l'habitude, hein, Ringier, c'est toujours haut en couleur dans les rapports d'activité. Là, dès le prologue, c'est le fondateur, Michael Ringier, qui lui aussi se livre à une discussion avec ChatGPT, mais pour le piéger. Donc, il va d'abord l'interroger sur Nicole Eisenman, qui est l'artiste à qui ils ont confié la carte blanche cette année, artiste plasticienne. Et donc, Michel Ringier lui demande si connaît cet artiste, donc là l'intelligence répond plutôt bien, et ensuite il lui demande s'il connaît Ringier, et là ChatGPT se plante complètement, ce que ne manque pas de souligner le directeur général derrière. Néanmoins, blague à part, ils en profitent de cet édito pour préciser que c'est bien sûr la thématique qui les impacte énormément, qu'ils travaillent sur le fait de s'approprier ces technologies au sein de chacune de leurs business units, et que même une fonction dédiée a été créée pour justement pas passer à côté de ce virage. Alors, dans les niveaux de maturité, ou en tout cas dans les éléments sur lesquels on souhaite davantage communiquer au sein de ces rapports d'activité, on a aussi relevé l'envie de certains acteurs de montrer patte blanche sur leur capacité à réduire l'empreinte de leur communication. C'est vrai qu'on l'a dit en préambule aussi, hein, on le voit, les rapports d'activité chaque année sont de moins en moins imprimés, puisque de base, un rapport d'activité, pour parler crûment, c'est un gros pavé. 60 pages en moyenne pour les RA, plus de 400 pour les DEU. Donc l'imprimé, c'est énormément de papier. Donc vous le voyez, certains acteurs comme SPI font le choix, dès lors qu'on télécharge le PDF, d'écrire dès la couverture, attention, n'imprimer ce document que vraiment si nécessaire. Vous avez énormément d'acteurs comme Andritz, par exemple, qui vont passer sur des formats 100% digitaux, plutôt verticaux, qui ne sont pas forcément des sites, hein, qui sont vraiment des PowerPoints optimisés pour le desktop, ce qui a un côté pratique puisqu'on peut s'affranchir des règles du print. On a des grilles éditoriales qui sont complètement différentes. Là, vous le voyez, on n'a plus la césure de la page, donc on peut faire un tricolone comme ça qui est assez visuel.
Et vous avez d'autres acteurs, comme Crédit Agricole, comme L'Oréal cette année, qui vont vers du site éco-conçu, ou en tout cas qui font apparaître, vous le voyez tout en bas, un petit bouton switch en mode éco. Donc là, il est activé et du coup, les aplats de couleurs sont optimisés, par exemple, pour consommer moins d'énergie. Donc ces initiatives sont intéressantes. Est-ce que ce sont les seules? Est-ce qu'il faut définitivement tuer le print? Bon, voilà, c'est la question qu'on a osé poser à Guillaume Desouza, qui est comme je le disais en préambule, chef de projet éco-conception chez Loire Impression et qui nous fait le plaisir de répondre à ces questions avec nous. Guillaume, à toi la parole. Est-ce qu'il faut tuer le print? Long débat, ça. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Géraud, je suis Guillaume Desouza, chef de projet éco-conception chez Loire Impression. Donc, on est une imprimerie familiale basée à Saumur. Et notre créneau, c'est qu'on vient aider nos clients communicants à faire du print plus responsable. On travaille dans toute la France, aussi bien avec des PME qu'avec des grands comptes. On a imprimé le guide de la communication responsable de l'ADEME, par exemple, celui du Musée océanographique de Monaco, aussi le rapport d'activité. Et en fait, on remarque qu'aujourd'hui, il y a 2 sujets majeurs, et ça tombe bien, c'est 2 sujets qui me tiennent à cœur. C'est comment est-ce qu'on peut agir grâce à l'éco-socio-conception print, parce que vous allez voir, il y a plein de petits leviers intéressants à mettre en place et faciles à mettre. Et ensuite, comment est-ce que le print responsable, finalement, il peut venir renforcer le storytelling de votre marque. Donc, on peut débuter donc, sur la partie éco-socio-conception. Le premier pilier, aujourd'hui, c'est très rare qu'on reçoive un devis à l'imprimerie où il n'y ait pas la mention d'encre à base d'huile végétale. On va voir que ça peut poser quelques problématiques sur les petites séries. Ce qu'il faut savoir, c'est que les encres végétales, elles sont utilisées que sur un type de machine aujourd'hui. Ce type de machine, c'est l'offset. C'est notre presse industrielle. Elle fait 15 mètres. Elle demande beaucoup d'énergie pour être mise en place. Et elle a une autre particularité, c'est qu'en fait, elle demande ce qu'on appelle une passe de calage. C'est-à-dire que pour produire, on va prendre un exemple, 500 rapports d'activité, et ben en fait, je vais avoir besoin entre 200 et 600 feuilles pour arriver à la bonne couleur pour ma machine. Et donc, si on fait un parallèle avec ça, c'est-à-dire que pour 500 rapports imprimés, j'en ai 400 qui partent en perte. Alors, quand je dis en perte, ça part au recyclage. Donc, vous voyez, 500 imprimés, 400 qui partent au recyclage. Voilà. Donc, pour les petites séries, essayez absolument de partir sur l'impression numérique. C'est aussi intéressant et on peut faire plein de belles choses et on le verra tout à l'heure avec un cas précis. Ensuite, l'émergence du monocritère des émissions CO2. Alors, le CO2, les émissions, c'est un sujet mainstream hyper important. On commence à le voir fleurir de plus en plus dans les appels d'offres. Ça commence à être un critère vraiment pris en compte. C'est super intéressant. Il y a quelques semaines, à l'imprimerie, on a fait un pari. On a rentré un calculateur CO2 qui nous permet, scope 1, 2 et 3, de mesurer en fait l'impact des imprimés, des communicants avec qui on travaille. Et il y a quelque chose d'assez flagrant qui est ressorti et on ne l'a pas vu venir. C'est qu'aujourd'hui, si on ne se base que sur le carbone, pour avoir la plus faible émission print, il faut s'orienter vers des papiers faits dans les pays nordiques et non en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pays nordiques sont juste à côté des forêts, parce qu'ils ont des usines ultra modernes, en grosse partie en énergie renouvelable, et qu'ils ont finalement toute la chaîne. Donc, ils n'ont plus que l'export à gérer. Pour autant, dans Éco, il y a socio-conception et socio, il y a l'aspect sociétal. Donc, si on ne prend pas aujourd'hui des papiers fabriqués en France, c'est 11 000 familles qui dépendent de ce savoir-faire dans notre pays. Donc, il ne faut jamais oublier ça et de se dire qu'utiliser des papiers français, c'est aussi extrêmement intéressant et qu'il faut éviter de prendre quand même des papiers nordiques. Ensuite, alors là, on attaque sur un élément complètement sous-estimé en communication. Parfois, on peut avoir envie d'enlever 2-3 cm par-ci par-là sur ces supports pour faire quelque chose d'un petit peu original pour se démarquer. Sauf que ce qu'il faut savoir, aussi bien nos presses offset que nos machines numériques, elles sont basées sur une norme, l'ISO 216. Si je vous parle A4, A3, A2, A1, ça doit vous parler. Plus vous vous éloignez de ces supports-là, plus vous avez d'impact. Pourquoi? Parce que 2/3 de l'impact d'un support print, aujourd'hui, c'est la fabrication du papier, c'est le papier. Plus vous avez de pertes, plus vous avez d'impact. Alors, là, on fait un petit debunk sur quelques éléments importants sur le papier recyclé, parce qu'on me demande quand même très régulièrement ces questions-là. Faites attention à votre communication au terme papier recyclé et aussi dans les devis qu'on vous fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'allégation papier recyclé tout seul, elle ne veut rien dire. C'est soit votre papier, les 50% recyclés, 70% recyclés, soit 100% recyclés. Il faut faire extrêmement attention à ça. Ensuite, on nous demande de plus en plus les papiers recyclés extra white, très très blancs.
il faut savoir que plus votre papier est blanc, plus on utilise d'agents blanchissants, plus on utilise de produits, et finalement, plus il a d'impact. Donc ça, faire extrêmement attention, privilégier des supports plutôt qu'on appelle teinte nature ou qui a moins de blanchissant. Ensuite, la question qui revient tout le temps, les labels et certifications pour choisir son papier recyclé. Moi, il y en a 4. Il y a un combo ultime que j'adore, que je recommande vraiment. En premier, le Blower Angel, l'ange bleu. Là, on va plutôt l'utiliser pour venir certifier que les fibres sont 100% recyclées utilisées dans le papier, donc très important. Ensuite, l'écolabel européen, qui est pour moi le plus complet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va mettre des critères exigeants sur l'ensemble du cycle de vie de votre support print. Et ensuite, le FSC, qu'on connaît tous à peu près pour les forêts gérées durablement. Et le petit dernier, qui est le moins connu, mais qui est super intéressant, c'est le Cradle to Cradle, qui est une certif, qui, elle, en fait, vient plutôt jouer sur la circularité du produit. Elle vient regarder la provenance des fibres, les émissions de CO2 de l'usine, la fin de vie, l'aspect sociétal, donc il est vraiment aussi très complet. Après, du coup, on va aborder quelque chose un petit peu différent. Pareil, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est comment est-ce que finalement on peut utiliser le print responsable aujourd'hui pour venir renforcer son storytelling de marque. Si je vous parle de papier classique, donc les pâtes vierges et la rockstar du moment, le papier recyclé, ça doit vous parler, c'est les deux plus connus. Et ben, au milieu de tout ça, il y a une famille qui est totalement méconnue, mais qui est très puissante de papier, c'est le papier upcyclé. Le papier upcyclé, c'est quoi ? C'est qu'on vient remplacer en fait une partie des fibres de bois utilisées dans le papier par un déchet non revalorisable et non utilisable par l'humain pour en fait en faire un mix de ces deux fibres. Aujourd'hui, on a des papiers qui sont à base de raisin, de maïs, de cacao, d'algues, de coton. Et en fait, il y a fort à parier qu'il y a forcément un papier upcyclé qui se rapproche soit de l'un de vos produits, soit de votre secteur. Et finalement, ça va venir renforcer extrêmement fort en fait votre storytelling et il y aura une cohérence entre la stratégie et le support imprimé. Et pour ça, je vais vous parler d'un exemple sur lequel je travaille depuis quelques années. Ça concerne le musée océanographique de Monaco. Et en fait, le rapport d'activité de Monaco, pour ceux qui connaissent le musée Océano, c'est un acteur qui est très engagé dans la préservation des océans. Et en fait, l'idée, c'était de trouver un support qui puisse faire un clin d'œil finalement à cet engagement-là. Et on a réussi à trouver un papier upcyclé avec à 15% des algues revalorisées qui polluaient les littoraux. Donc dedans, vous avez des algues qui viennent de Bretagne, qui viennent de Venise, qui viennent aussi, sont des algues plutôt brunes du Danemark. Et en fait, elles sont micronisées, broyées et mélangées à la pâte à papier. Et vous avez ce fameux papier. Et finalement, il y a une cohérence entre leur engagement et leur support print. Au début, ils l'utilisaient que pour leur rapport d'activité. Et maintenant, ils l'utilisent pour tout leur support quasiment. Alors, il y a un autre exemple que je voulais aborder avec vous. Comme vous pouvez voir sur la photo, j'étais plutôt très content de le faire. C'est le rapport annuel 2022 de l'ADEME. Pourquoi est-ce que je suis extrêmement fier de l'avoir fait ? Déjà parce que c'est un projet ambitieux et engagé pour un acteur important. Et aussi, et ça je tiens à remercier vraiment Watt et l'ADEME, ça fait extrêmement plaisir, c'est que j'ai été initié dès le départ. On m'a fait venir dès le départ du projet, dès le début. Pourquoi est-ce que c'est important ? Et ça, c'est le meilleur conseil d'éco-conception que je puisse vous donner. Mettez vos imprimeurs dès le départ, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet une synergie créatif-imprimeur. Et ça permet en fait aussi à l'imprimeur d'évoquer toutes les problématiques qu'il peut avoir sur l'aspect environnemental après. Là, comme vous voyez sur la photo, j'ai dans les mains du fameux rapport, et le papier qui est utilisé, c'est un papier teinté marron qui ressemble au craft. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris du V-Craft ? Pour deux raisons. La première, il faut savoir que le craft, aujourd'hui, la France est le premier producteur européen de ce papier-là, mais tout le volume, il part dans l'emballage et pas dans le papier graphique. Ce qui fait que si on veut un papier craft aujourd'hui, il faut aller le chercher à l'autre bout du monde. Donc, en termes de provenance et de cohérence, on aura connu mieux. Et ensuite, un autre aspect, c'est que le craft, ça ne vous a pas échappé, c'est marron foncé. Et donc, ça nécessiterait en impression qu'on vienne mettre en fait un blanc de soutien en dessous. Sauf que le problème, c'est que le blanc de soutien, c'est une encre qui a une composition un petit peu obscure. On ne sait pas trop comment est-ce qu'elle est faite et elle est très grasse. Donc, environnementalement, on sait que c'est un problème. Ensuite, il y a un autre élément que je fais énormément sur les projets, et là, on l'a fait ensemble avec Watt, c'est l'analyse des paper profiles. Alors, le paper profile, c'est la carte d'identité environnementale de votre papier. En fait, ça vient déterminer le lieu de fabrication du papetier,
ça vient dire les émissions de CO2 pour la fabrication, quel type d'énergie utiliser. Donc, c'est vraiment ultra important pour comparer plusieurs réponses. Là, l'exemple que vous voyez, c'est très ambitieux. On voulait absolument le faire et le tester sur ce projet-là. On a fait un choix stratégique fort, c'est qu'on a imprimé la couverture en numérique. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? En fait, le numérique, il a une particularité, c'est que comme l'encre reste en surface, contrairement à l'offset où l'encre est bue, et ben en fait, ça évite de mettre un blanc de soutien derrière le papier et d'avoir quand même, comme vous pouvez le voir sur la photo, une quadrille qui est quand même assez forte. Ensuite, on a fait toute une partie de prototypage pour s'assurer que les couleurs seraient nickel et pour éviter surtout de produire quelque chose qui ne plairait pas ou qui ne serait pas parfait. Pour la partie intérieure, là, c'est un choix sociétal fort. On a pris un papier 100% recyclé, fabriqué en France, en Dordogne. Il est ange bleu, écolabel européen. Et évidemment, ça apporte beaucoup de cohérence pour un acteur comme l'ADEME. Et c'était quand même quelque chose d'important. Et d'ailleurs, en parlant de choix, je crois que Émilie de Watt voulait apporter une petite, expliquer la démarche de Watt. Tout à fait, merci Guillaume. Bonjour à tous. Juste un petit point pour vous expliquer le travail qu'on a mené avec l'ADEME dans le cadre de ce rapport annuel qui, en effet, a été très proche avec Guillaume et l'imprimeur, mais évidemment, on a eu cette ambition d'éco-conception dans l'intégralité du projet. L'ambition avec ce rapport annuel de l'ADEME, c'était à la fois évidemment de valoriser les actions de l'ADEME, mais aussi de valoriser ses compétences, je dirais, en termes d'éco-socio-communication, puisque vous le savez, l'ADEME accompagne de nombreux acteurs à travers ses guides notamment, et donc il était extrêmement important que ce rapport annuel puisse être à l'image de cette ambition autour d'une accroche acteur pour un monde plus sobre et solidaire. Et donc cette sobriété dans la conception, elle était le fil rouge de ce rapport annuel, sobriété à la fois des contenus, puisqu'on a été dans une démarche d'une sobriété éditoriale, ne rapporter que l'essentiel, ne pas multiplier les contenus, réutiliser des contenus qui existent déjà, puisque la sobriété, elle commence par là, par l'utilité des contenus que l'on va proposer. Et puis, au-delà du travail sur le papier, l'impression, c'est aussi une sobriété dans la forme, avec une sobriété iconographique, comme vous pouvez le voir. On a adopté un esprit monochrome, à la fois élégant et authentique. On a travaillé sur des visuels détourés, tramés, pour éviter les grandes photos qui nécessitent beaucoup d'encre, les grands aplats de couleurs évidemment qui, pareil, augmentent le taux d'ancrage des pages. Donc, on a des pages assez sobres, des visuels tramés, découpés, et puis aussi un appel aux illustrations au trait, des pictogrammes traités en filaire, à nouveau avec cette exigence de limiter le taux d'ancrage et d'aller dans de la sobriété iconographique. Donc voilà, je tenais juste à rappeler que ce travail sur l'éco-socio-communication, il a réellement guidé à la fois notre travail de contenu en interne et puis aussi la forme, au-delà d'un travail sur l'impression, même s'il a été évidemment extrêmement important. Et comme le disait Guillaume, on a eu l'occasion de travailler main dans la main avec notre imprimeur, enfin l'imprimeur de l'ADEME sur ce projet, et c'est quelque chose qui n'est pas non plus courant et qui nous a permis d'avoir une expérience enrichissante de ce point de vue-là, notamment pour le directeur artistique Valentin qui a conçu graphiquement ce rapport. Alors, vous vous en doutez, c'est pas évident pour moi en tant qu'imprimeur, surtout que je suis un mordu de print et que mon grand-père était dans l'imprimerie. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a une réalité en tant qu'imprimeur qu'il faut qu'on accepte, mais qui est très importante, c'est que le print, il aura toujours un impact. Même s'il est éco-socio-conçu, etc., il aura toujours un impact. Et en fait, c'est à nous, alors quand je dis nous, c'est imprimeurs, c'est communicants, c'est donneurs d'ordre, créatifs, agences, de le rendre le plus vertueux possible en mettant en marche toutes ces fameuses astuces et techniques en fait pour éco-concevoir les produits. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous avez le chat, mais vous pouvez aussi m'envoyer, parce que je crée du contenu sur LinkedIn toutes les semaines sur le print responsable. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter et à m'envoyer vos questions si vous en avez, et je serai très content d'y répondre. Voilà, merci à vous. Jérôme, vous avez coupé le micro pour corriger un écho, donc il va falloir que tu le remettes manuellement. Désolée. Ce sont des aléas du direct. Tout à fait.
Est-ce que là, vous nous entendez? Oui. Oui, c'est bon. Bon, super. Du coup, vous m'avez coupé le chiquier. J'étais en train de complimenter Guillaume et Émilie. Mais je peux quand même recommencer parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Donc, merci à tous les deux pour cette parenthèse sur l'éco-socio-conception. Si vous avez suivi le fil de notre déroulé, nous avons à cœur donc de replacer beaucoup plus d'ambition sur ce support rapport d'activité. Je le disais tout à l'heure, la première, c'est d'arriver à vous projeter sur les sujets d'avenir. La technologie en fait partie. Votre capacité à réduire l'empreinte de votre communication. Le troisième point, c'est aussi votre capacité à cultiver une culture d'entreprise qui, elle, sera résiliente à toute épreuve. Parce qu'on le disait, dans les éléments qui sont sur lesquels on peut communiquer, qui sont les fondamentaux de la performance, il y a les chiffres, il y a le COMEX, il y a les comités de parties prenantes, il y a la raison d'être, mais il y a aussi ce collectif qui est au cœur de toutes ces transformations. Si ce collectif est hermétique à vos transformations, cela ne fonctionnera pas. Et donc, on voit des initiatives assez intéressantes, notamment côté Crédit Agricole, qui va accuser réception du fait qu'aujourd'hui, le monde du travail est radicalement bouleversé, que leur culture d'entreprise aujourd'hui n'est pas alignée avec ces nouvelles attentes. Et donc, ils vont mettre en place un plan de transformation pour modifier la culture managériale, pour s'approprier ces nouveaux codes du travail. Et on donne la parole pour ce faire à la directrice des ressources humaines, qui n'est pas une aussi grande star que la directrice RSE, mais tout de même, cette année, elle est extrêmement valorisée et c'est pour le mieux. Amundi également, sur ces mêmes sujets de qualité de vie au travail, des mutations du travail, va réaliser, grâce à sa directrice des ressources humaines, un listing de l'ensemble des transformations, de l'ensemble des initiatives qui démontrent leur capacité à appréhender ce nouveau positionnement. Enfin, ces nouveaux codes du travail, pardon. Et exercice un peu plus macro, mais tout aussi intéressant chez Edenred, qui va valoriser sur plusieurs doubles ses 10 000 collaborateurs à l'unisson pour démontrer l'engagement de ce collectif sur tout un tas de causes, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les causes LGBTQ+, qui en font un employeur de référence. Et typiquement, dans la crise de l'emploi que l'on connaît et qui va s'accentuer dans les années à venir, ce genre de page, ce genre d'éléments est tout à fait pertinent à notre avis. Dans la continuité de la valorisation de cette culture d'entreprise, il est clé de toucher vos collaborateurs en interne également avec ce support. Et pour ce faire, il est intéressant de s'approprier les récits contemporains. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si bien sûr vous avez suivi notre Trust Day dédié aux nouveaux récits et aux nouveaux imaginaires, ça n'a pas de secret pour vous, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, vos collaborateurs, vos parties prenantes ont des nouveaux piliers, des nouvelles attentes vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de la société. On se veut beaucoup plus inclusif, notamment vis-à-vis du handicap. C'est le choix qu'a fait Elior en valorisant le parcours d'une personne handicapée qui a rejoint les rangs d'Elior. Et donc, on va montrer tout le dispositif d'aménagement qui a été mis à sa disposition. Son manager va pouvoir expliquer la relation de la société avec cette personne et démontrer du fait que Elior, ce n'est plus une question problématique, celle d'intégrer le handicap dans les murs d'Elior, qui pourtant c'est de la restauration, c'est des fonctions qui nécessitent des aménagements conséquents. Côté Sanofi, on va donner la part belle plutôt à un changement culturel, celui que finalement la parentalité, ce n'est plus le couple hétéro blanc qui fait des enfants autour de 30-35 ans. Non, ça peut être aussi des couples d'hommes et on leur donne les mêmes droits que si c'était des parents hétérosexuels. On a le droit à des congés parentaux, on a le droit à des aménagements d'heures, etc., etc. Côté Arkema, c'est aussi sur le bien-être au travail que l'on se plonge. Là aussi, c'est la directrice RSE qui prend la parole et qui va mettre en avant l'intégralité des aménagements qui sont faits. Arkema, c'est un acteur plutôt industriel sur des modes de fonctionnement qui étaient plutôt classiques, on va dire, et qui va montrer toutes les transformations mises en œuvre pour apporter à ses salariés un bien-être au travail digne de ce nom, qui répondent justement aux attentes, notamment des nouvelles générations. Au-delà de ces nouveaux récits, donc qui répondent à des attentes actuelles de vos partenaires et de vos collaborateurs, on a envie d'aller aussi sur des exercices un peu plus dans la projection, encore plus ambitieux, des exercices qui vont initier les nouveaux imaginaires, montrer la capacité de votre entreprise à se projeter sur des futurs
désirables qui sont pas encore forcément réalisables aujourd'hui. Et c'est le cas de Solvay avec un très joli rapport cette année baptisé For Generations to Come, donc une ode à la nouvelle génération, et vont montrer ainsi l'ensemble de leur plan de transformation. Donc Solvay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un chimiste de spécialité, donc par définition, pas forcément parmi les industries les moins pollueuses du marché. Et justement, ils en ont conscience et donc vont expérimenter à travers ces pages récits que vous voyez apparaître à l'écran des scénarios qui vont montrer que ben voilà, on a jusqu'alors capitalisé sur des brevets qui arrivent à leur terme, qui étaient extrêmement polluants, qui ont fait le succès de l'entreprise, mais qui aujourd'hui ne répondent plus aux attentes de la société, qui n'arrivent pas à s'aligner avec les gros enjeux environnementaux, et donc ils vont se projeter sur des plans de transformation comme ça pour amener une technologie qui pourrait résoudre l'ensemble de ces problèmes avec voilà ce que ça pourrait générer en termes de retombées chiffrées, ce que ça pourrait générer en termes de process au travail, de vie pour les salariés. Donc un exercice de projection assez intéressant. En tout cas, sans aller forcément jusqu'à la fiction, on a l'envie de positionner, encore une fois, ces rapports d'activité sur les nouveaux imaginaires, sur davantage de récits. Donc la standardisation, c'est une chose, c'est intéressant, c'est pertinent pour plein d'aspects, on l'a vu plus tôt, mais n'oubliez pas vos autres cibles, que sont l'interne notamment, extrêmement sujet à ces rapports d'activité, et aussi les candidats. On vous remercie de nous avoir écoutés et de votre présence sur ce live. N'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions, à nous les écrire dans le chat. On peut encore rester quelques minutes pour y répondre. Voilà, et si jamais c'est une question qui revient souvent, donc le live sera diffusé sur notre chaîne YouTube sous peu, dès lors que l'on aura le replay disponible avec notre logiciel de visio. Donc n'hésitez pas aussi à le partager en interne et à nous contacter directement aussi si vous avez des questions pour mettre en place, pourquoi pas, ces piliers de maturité au sein de vos prochaines éditions de rapports d'activité. Pour l'instant, plutôt des remerciements. Ah, je crois que j'ai vu une question passer. Ah oui, on va pouvoir le mettre là, pardon. Hop. Merci à tous. Je crois que j'ai vu une question passer. Je suis arrivé en cours. Avez-vous constaté une réduction de la pagination des rapports d'activité? Non, c'était effectivement Claire qui abordait ce point en préambule. En fait, Du coup, est coupé. Ouais. Ah, non. Vous nous entendez toujours, pardon? Ah, Lucille? Oui, c'est bon. Oui. On a des oui dans le chat, merci. Donc effectivement, c'est Claire qui le disait en préambule, on a vraiment un modèle là qui s'est stabilisé sur ces 2-3 dernières années. On est autour d'une 60aine de pages dans les rapports d'activité / rapports intégrés, donc ce qui est une moyenne voilà, qui est la même depuis 2-3 ans, je dirais. Là où la pagination a augmenté par contre, parce que j'ai eu encore cette conversation il n'y a pas longtemps avec un de nos clients, c'est sur les DEU, donc documents d'enregistrement universel, mais pour la simple et bonne raison que les obligations légales sont de plus en plus nombreuses et donc on a de plus en plus d'infos à publier chaque année. Donc de fait, la pagination augmente. Voilà, on sait aussi que côté rapport intégré, dans pas longtemps, il va y avoir aussi des nouvelles obligations, un nouveau cadre qui va être posé. Donc ça va sans doute remettre un tout petit peu en cause la pagination. Mais voilà, ce sera en vigueur dès l'année prochaine. Géraud, si je peux rebondir, il y a aussi un élément que nous, on voit surtout sur les rapports RSE. En fait, on a un pic à l'imprimerie de demande d'impression des rapports RSE. C'est un peu en explosion. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils partent du principe que, les communicants, que d'imprimer son rapport RSE, c'est finalement le rendre tangible. Et de donner, en fait, là, on a beaucoup de cas clients qui en impriment pour tous les collègues, pour toute leur équipe, et qui les donnent à la main. Et en fait, ça rend... en fait, ils jouent sur cette notion-là sensorielle en disant, bah voilà, je te donne les clés pour qu'on s'engage tous ensemble. Et voilà, je voulais juste faire cette petite aparté parce que je trouvais ça quand même super intéressant et ils le font de plus en plus, quoi. Donc ça, c'est chouette. Bah tiens, puisque tu as le micro ouvert, Guillaume, on a une question de Fanny sur l'impact du choix de papier éco-conçu, upcyclé sur le budget impression. Super intéressant. Tu parlais de questions qu'on te pose tous les jours. Celle-ci, moi, c'en est une, par exemple. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éco-socio-conception print, on a une grande chance chez nous en tant qu'imprimeur, c'est que théoriquement, plus ton produit en fait finalement est éco-conçu, moins il a un coût parce qu'en fait on vient enlever les pelliculages, les vernis, les dorures, etc. pour en faire quelque chose de beaucoup plus sobre. Ensuite, par contre, si on se fie que sur le choix du papier, c'est le cas du papier qu'on a utilisé pour l'ADEME, qui est le récital qui est fait en France. C'est un papier qui est honnêtement très abordable pour le coup, sauf qu'environnementalement, aujourd'hui, on n'a quasiment pas mieux en France. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de ne pas le sous-estimer. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas toujours plus cher. Donc voilà, pour répondre à la question. Et ensuite, on avait une question de Mathieu qui faisait le parallèle avec les supermarchés qui utilisent de plus en plus de catalogues numérisés. Effectivement, là aussi, Mathieu, c'est un point qu'on a abordé en amont, mais qu'il est intéressant de reprendre. On voit de plus en plus la communication financière prendre cette posture de catalogue numérisé. On peut faire ce parallèle-là avec voilà, en abondance un format desktop qui est pas vraiment un site web, pas vraiment un PDF au code print par excellence. C'est vraiment un format slide comme un PowerPoint optimisé pour le desktop. Donc, c'est effectivement une des pistes qui est intéressante pour réduire aussi l'impact de sa communication, se concentrer sur voilà, un support pragmatique, efficace, qui pourrait être diffusé en interne. C'était le point que soulevait Claire notamment, qui pourrait être approprié par l'interne pour des présentations commerciales, par exemple. C'est effectivement un des usages qui est largement multiplié cette année. Et après, la vidéo, c'est intéressant. Après, ce qui est toujours compliqué avec les vidéos, c'est que ça passe très lourd, quoi qu'il arrive. Donc, typiquement, dans une démarche d'éco-conception, c'est compliqué d'en avoir en abondance. Après, on a la conviction qu'il ne faut pas tuer la vidéo, au contraire, parce que ça reste un des formats les plus consommés, un des formats impact, mais ça à utiliser avec modération. Aline Fléchel, coucou Aline. Est-ce que vous avez des données de consultation des rapports intégrés alors, au sens données de mise en ligne, par exemple, de nos clients, ça, on ne peut pas forcément les diffuser. Après, les rapports intégrés, c'est un modèle qui a été largement adoubé. Aujourd'hui, ça va être 70-75% des entreprises du CAC 40 qui ont opté pour le modèle des rapports intégrés. Les actionnaires et les investisseurs internationaux ont largement adoubé le format, donc on pense que c'est quand même un format qui va rester sur la durée. Comme on disait, il pousse vers une standardisation qui est pertinente sous plein d'aspects, que ce soit pour comparer, que ce soit pour justement démontrer davantage le parallèle entre le financier et l'extra-financier. Donc voilà, c'est un format qui a plein d'avantages, qui va évoluer là, dans les années à venir, à la marge, mais qui va évoluer quand même. Donc c'est un format qui rencontre en tout cas son public, qui standardise, comme on le disait. Attention quand même à conserver une part de communication dans ce rapport et de ne pas être que pragmatique et scientifique, comme on l'a décrit les années précédentes. Est-ce utopique de penser qu'en finalité, le RA éco-conçu comme ADEME sera devenu la normalité? Est-ce que ce format n'empêche pas et ne limite pas la créativité de s'exprimer? C'est une question. Ouais, je sais pas si vous voulez répondre, madame, ou si c'est moi qui garde la parole. Je parle beaucoup. C'est de la créativité dans la contrainte. C'est sûr que on n'est pas du tout sur les mêmes normes qu'un rapport classique avec des grands aplats de couleurs et des photos, mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience aussi qu'on fasse un peu ce qu'on prêche aussi, donc qu'on ait un moins d'impact dans notre communication. Et on a, en effet, c'est un peu le serpent de mer en disant que l'éco-conception, c'est moche. Et en fait, je pense pas. Je pense que vraiment, on peut trouver des zones d'expression qui rendent le rapport d'activité créatif dans cette contrainte de l'éco-conception. Et on est sans doute au balbutiement aussi de cette éco-conception, donc je pense que on va forcément trouver des nouveaux leviers, des nouvelles façons de, encore une fois, d'être créatif dans la contrainte. C'est aussi que le début et on a encore, je pense, pas mal de choses à explorer qu'on ne connaît pas. Oui, notamment techniquement, Guillaume vous en parlait avec le papier upcyclé, mais c'est vrai que voilà, il vous a listé quelques exemples. On a vu il y a quelques années du papier à planter, du papier à manger. Enfin voilà, ça va continuer de se multiplier. On va aussi s'approprier graphiquement de nouveaux codes, de nouvelles tendances. Donc voilà, pour le coup, pour nous, c'est plutôt palpitant en fait. Ça renouvelle complètement l'exercice. C'est sûr que ça contraint, mais finalement, comme l'a très bien dit Linda,
sans contrainte, la créativité a du mal à s'exprimer. Le top 3. C'est vrai que chaque année, normalement, on proposait un top 3, mais exercice pas facile. Moi, je me lance parce que peut-être ce sera pas le même pour tout le monde. Donc, on va faire 3 top 3 dans cette salle si ça vous va, ou en tout cas si. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'exercice de Pirelli, que je trouve, je dirais pas que ça serait mon livre de chevet, mais enfin, l'exercice des nouvelles sur l'intelligence artificielle, les angles qu'ils ont trouvés est vraiment très très juste. Voilà, c'est assez ésotérique, c'est peut-être loin de vos enjeux de performance. Sinon, je trouve que l'exercice de Veolia est particulièrement réussi. Voilà, après, tout le monde ne peut pas se permettre d'être aussi militant qu'eux, aussi engagé qu'eux. Eux, c'est vraiment, ça fait partie de la façon dont ils font du business. Hein. Leur business repose sur leurs engagements, donc c'est plus facile pour eux, mais en tout cas, c'est extrêmement juste. Et enfin, en 3, j'ai beaucoup aimé le pragmatisme de Crédit Agricole. Donc, vous voyez 3 secteurs qui n'ont rien à voir, mais Crédit Agricole, voilà, avec le print qu'ils ont. Enfin, pardon, le dispositif qui est centré sur le digital, justement, pardon, et qui après a créé un petit print à la marge, sans forcément beaucoup de retravail derrière. J'ai trouvé que voilà, les niveaux de lecture sont très satisfaisants, l'information passe extrêmement bien, voilà, c'est extrêmement juste. Moi, j'ai bien aimé Elior dans justement dans ce passage au PPT. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi l'exercice en gardant un document qui reste quand même assez lisible et surtout assez simple. Et je trouve que parfois le rapport annuel, c'est vrai qu'il s'est compliqué et là ils regardent quelque chose. Il y a une espèce d'essentiel qui est plutôt bien réalisé. C'est vrai que nous, on les voit souvent sur écran, parce qu'on les a pas tous. Donc, c'est plutôt agréable. Moi, j'ai bien aimé aussi celui de Solvay, qui est pour le coup très, 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 très complet, mais qui, je trouve, justement, a gardé cette fluidité dans cette masse d'informations qui sont aujourd'hui obligées de délivrer, avec quand même du rythme au sein même de ce rapport. Et si je dois pas faire la faillotte en disant Adem, je dirais peut-être Ardian qui passe en rapport intégré, mais qui a quand même réussi à garder ce qu'on voyait souvent dans les rapports annuels avant, c'est-à-dire quand même pas mal de chapitrage, pas mal de collaborateurs, pas mal d'interviews. Alors par contre, c'est un bon bébé, je crois qu'il fait plus de 100 pages. Mais en tout cas, si vous lisez pas tout, il y a quand même cette rythmique et ces codes quand même qui dit beaucoup de leur identité, de ce qu'ils veulent faire passer, et pas seulement ce doc opérationnel que peut devenir parfois le rapport intégré. Ça, c'est écoute, moi j'ai mon top 3 complètement différent du vôtre, donc comme ça on est complémentaires. Moi j'ai beaucoup aimé le Keolis que j'ai trouvé très créatif avec ce parti pris de l'illustration, mais ils le font un peu chaque année, mais qui donne envie avec une structuration très simple, vraiment très très claire où on identifie bien les enjeux et les leviers de changement de l'entreprise. Ça a été un peu mon coup de cœur sur ce millésime 2022. J'ai beaucoup aimé aussi la Banque Postale, nouvellement, fraîchement entreprise à mission, avec ce mot de juste, et qui est décliné sur l'ensemble du rapport d'activité et que j'ai trouvé pour le coup assez portant sur la mission de l'entreprise et avec ce positionnement de banque assez jeune, et ça se ressent aussi dans le storytelling et dans la manière dont est structuré le RA, enfin, le RI. Et enfin le SEAT, pour complètement autre chose. Il est 100% digital. On sent que c'est un très long digital. C'est la première fois que je peux dire ça, mais vraiment, il n'en finit pas, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment un outil corporate, un outil grand public, un outil d'image, et ils ont pris le parti de faire un imprimé écran en fait pour en faire un print, et je trouvais qu'il était très intéressant. On s'ennuie pas, on fait vraiment le tour de l'entreprise, produit, culture interne, engagement RSE. Vraiment, il est très très complet. Je vous invite à aller le consulter. Je trouve qu'il sort un peu, qu'il détonne par rapport à ce qui peut être fait aujourd'hui dans notre corpus français. Et voilà, vous avez un top 9 pour le prix d'un top 3. Je
Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci énormément à tous pour votre participation. Merci encore Guillaume de ta présence et de tes propos qui étaient vraiment très, très éclairants. On espère retravailler très bientôt ensemble pour un très beau support. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions suite à cette présentation à nous contacter en direct et puis à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. C'est moi qui ai laissé.